En ce moment, tout le monde parle de ChatGPT. Est-ce que l'IA va remplacer notre métier? Est-ce que les efforts qu'on a fait pendant des années pour devenir développeur vont s'anéantir du jour au lendemain? Ou est-ce qu'au contraire, l'intelligence artificielle peut devenir un allié et faire de nous des surhommes? La question est légitime, et c'est pour ça qu'au lieu d'analyser bêtement 2 ou 3 réponses que ChatGPT nous donne quand on lui demande de nous écrire des recettes de gâteaux ou de coder une to-do list, la meilleure façon d'y répondre, c'est de créer une application complète en partant de zéro avec ChatGPT. Du coup, dans cette vidéo, je me suis mis au défi de développer une app complète avec ChatGPT en lui demandant d'écrire le code à ma place pour faire une app fonctionnelle de A à Z. Et histoire de corser un petit peu les choses, on va pas se contenter d'une simple application de to-do list, mais plutôt d'une app qui propose des recettes qu'on peut ajouter au panier et qui génère automatiquement la liste de courses avec les ingrédients regroupés par rayon pour optimiser ses courses. Bon, déjà première étape avant même de se lancer dans le code avec ChatGPT, il faut faire une maquette. Donc là j'ai pris un petit cahier de brouillon, un stylo, j'ai quelques idées de à quoi va ressembler l'application, mais voilà, on va quand même mettre ça au propre et voir ce que ça donne. Donc voici ce que j'ai pour l'instant. L'idée c'est d'afficher un premier écran avec la liste des recettes. Donc là par exemple on aurait les recettes qui sont populaires, ici les recettes qui seraient créées par l'utilisateur, et là les recettes sauvegardées. Ensuite dans chaque cellule d'une recette on aurait bien sûr une photo, il faut aussi ajouter le titre, le budget, le nombre d'ingrédients, le temps de cuisson et le temps de préparation. Ensuite lorsqu'on clique sur une recette on se retrouve sur l'écran de détail avec bien sûr l'image toujours, le titre, les ingrédients et évidemment les étapes. Mais là où je trouve que l'application va vraiment apporter de la valeur, ça va être sur cet écran là, la liste de courses, où on aura évidemment la liste de tous les ingrédients qu'il va falloir acheter pour faire toutes les recettes, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir les filtrer par recette ou par rayon. Par exemple, je peux grouper les ingrédients pour la recette numéro 1, mais je peux aussi les grouper en fonction des rayons, donc le rayon crèmerie, boîte de conserve, etc., etc. Ce qui permettra d'augmenter sa productivité, ce qui est toujours un petit peu l'objectif de mes vidéos. Alors là, il faut faire attention parce que l'application comme ça a l'air très basique, il y a 2 ou 3 écrans maximum, mais ça c'est sur la maquette. Évidemment, il va y avoir plein de trucs à développer, il y aura des petites cellules, des écrans complémentaires pour par exemple ajouter une recette, chose que j'ai pas mis dans le brouillon. Bref, tout ça pour dire que je veux garder l'application la plus minimaliste possible pour l'instant, parce que je sais qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et qui vont venir s'ajouter lors du développement. Donc maintenant qu'on a une version très basique de la maquette, ce qu'on va faire c'est demander à ChatGPT de faire le front de l'application, c'est-à-dire tout ce qui est visuel, on va commencer par ça dans un premier temps. Donc déjà on va lui demander de coder l'écran d'accueil avec les différentes recettes qui sont affichées de différentes manières. D'ailleurs il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai aussi parlé de Master Dev France qui est le sponsor de cette vidéo. Master Dev France, c'est le grand rendez-vous annuel de la tech. Il revient pour la 8e édition et ils organisent un salon dédié aux nouveautés dans le monde de la tech. C'est gratuit, il y aura une vingtaine de conférences avec des experts dans leur domaine sur des sujets comme l'IA, le métaverse, le Web 3.0 ou encore la cybersécurité. Le salon se déroule à Paris, porte de Versailles, le 9 mars, et c'est l'occasion de découvrir tout ce qui se passe en ce moment dans la sphère francophone des startups. Parce que oui, il y aura aussi un espace dédié aux startups justement, mais c'est aussi l'événement parfait pour faire du networking, rencontrer des gens qui pourraient vous amener un job ou des clients si vous voulez vous lancer en freelance, et donner un bon coup de boost à votre carrière de dev. Et surtout, l'inscription visiteur est gratuite. Donc franchement, si vous êtes dispo, n'hésitez pas à vous inscrire au salon ou au concours de code, parce que oui, durant ce salon, il y a aussi le plus grand concours de code live de France. Il y a plus de 30 000 € de récompenses à gagner, donc franchement, pour le prix d'un billet de train ou d'un ticket de métro, ça peut vite devenir rentable. Et si vous me dites, je suis encore qu'un débutant, je m'y connais pas trop, je vous rassure tout de suite, c'est ouvert à tout le monde et ça peut être justement un bon défi technique. Et dans tous les cas, venir rencontrer des experts, ça peut être vraiment impressionnant. Toutes les informations sont dans la description, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le premier lien qui vous amènera vers le site de masterdevfrance.com et vous allez voir, ça se fait en quelques secondes. Alors on va tout de suite commencer par demander à ChatGPT de définir le modèle d'une recette. Donc on va lui dire, bah voilà, dans une recette, il doit y avoir une image, un titre, des ingrédients, etc., etc. Bon, donc voilà, là il m'a défini le modèle de la recette avec donc l'image, le titre, les ingrédients, etc., etc. Donc pour l'instant, rien de très exceptionnel. On va déjà copier ça et l'insérer dans le projet. Et maintenant qu'on a ce modèle, on va essayer de créer plusieurs cellules qui vont afficher toujours la même recette, mais avec différents affichages. Pour bien dissocier les recettes qui sont en tendance, on va dire, des recettes que j'ai créées moi-même ou celles que j'ai sauvegardées. Je vais essayer de décrire de manière la plus complète possible à quoi je veux que cette cellule ressemble, comment sont affichés les différents éléments. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tout petit composant qui sera en fait une étiquette qui va représenter, par exemple, le temps de cuisson, le temps de préparation, etc., etc. Donc je vais
lui demander de créer ce petit composant et ensuite ce composant-là, on va l'utiliser dans la cellule. Ok, bon là il m'a généré une vue qu'il appelle par exemple label view, on verra si on la renomme après. Ça m'a l'air correct, on va faire un copier-coller directement de ce code là. On va créer un nouveau fichier de type SwiftUI View qui va s'appeler justement label view, on verra après si on le renomme. Et dedans, je vais tout simplement mettre ce composant là. Alors on voit aussi qu'il m'a proposé de créer une instance de cet objet là. Bon on va la mettre, on va voir ce que ça donne. Et là on voit qu'il m'a créé une étiquette qui est basique mais franchement stylée. Et là honnêtement, j'ai même pas envie d'y toucher, on garde le composant tel qu'il est. Maintenant je vais lui demander de coder une cellule qui représente une recette en utilisant justement ces label view pour indiquer le temps de cuisson, de préparation, etc. etc. Bon, là il m'a défini la vue, ce qu'on va faire c'est qu'on va copier-coller le texte et on va analyser le code une fois qu'il sera placé dans Xcode. Bon alors là bien sûr je suis allé chercher une image d'une recette sur Pexel parce que évidemment il allait pas me trouver une image de recette, mais en tout cas on voit que c'est pas mal. Et un truc qui est assez impressionnant c'est que là il a été chercher automatiquement les SF symboles. Alors pour ceux qui savent pas, les SF symboles ce sont les icônes natifs d'Apple, parce que dans la vue label view il faut effectivement un titre mais aussi un icône qui est lui optionnel. Et ce qui est intéressant c'est qu'il s'est pas dit oh bah tiens comme il est optionnel je vais ne jamais en mettre, mais plutôt il est allé chercher des icônes qui correspondent à ce qui est affiché. On voit par exemple que pour les ingrédients il a utilisé l'icône d'une liste, pour le temps de cuisson l'icône d'une flamme et le temps de préparation un petit chronomètre. Donc ça déjà c'est assez impressionnant. Bon après on n'aurait plus qu'à jouer par exemple avec la taille et ajouter des ombres, mais ce qu'on va faire au lieu de le faire à la main c'est lui demander tout simplement de modifier la taille de cette cellule et d'ajouter des bords arrondis ou encore une ombre. Donc là on voit qu'il a réécrit le code en ajoutant notamment le corner radius, le frame et le shadow. Donc je vais prendre tout ça et on va venir les mettre sur ma vue. Donc là je continue de demander à ChatGPT de me créer l'écran d'accueil, donc avec les différentes cellules qui représentent les recettes qui sont populaires, les recettes enregistrées, etc. etc. Donc là j'ai déjà deux cellules différentes, celles qui seront affichées en premier et un autre design de cellules qui sont ici. Et maintenant l'objectif ça va être de toutes les afficher dans un écran d'accueil. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Bon, c'est pas hyper beau au niveau du design, mais à la limite ça c'est pas grave, ça se modifie. On a les recettes les plus populaires, ensuite les recettes que j'ai créées moi-même et les recettes que j'ai ajoutées en favori. Maintenant qu'on a l'écran d'accueil où vont être affichées les différentes recettes, il va falloir gérer ce qu'on appelle le back. Donc le back-end, c'est là où vont être stockées les données. Moi je vais utiliser un service qui s'appelle Firebase, et donc pour ça on va stocker les données au format JSON. Le format JSON c'est un simple texte formaté d'une certaine manière. Donc ce qu'on peut faire c'est demander à ChatGPT s'il est capable de me structurer un JSON qui va contenir toutes les informations des recettes, des utilisateurs, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps lister toutes les données qu'on va vouloir stocker sur le serveur, et ensuite on va demander à ChatGPT de me structurer toutes ces données-là en JSON. Donc ChatGPT vient de me proposer une structure de données pour le format JSON, on va l'analyser un petit peu, on voit effectivement qu'il m'a donné les utilisateurs, les recettes, mais également les différents ingrédients. Donc là on a par exemple 4 ingrédients, des pommes, de la farine, poulet, de l'ail, etc. Avec le rayon, alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ChatGPT est aussi capable de catégoriser automatiquement des ingrédients. Donc là en soi pour l'instant on va pas forcément s'en servir, mais pour ce qui va être de la génération de recettes, on pourra par exemple lui demander de fournir des recettes et d'associer chacun des ingrédients
à un rayon. L'avantage, c'est que le jour où l'application sera mise sur les stores, il y aura déjà des recettes fournies, on n'aura pas besoin nous-mêmes de les créer, puisque ChatGPT les aura créées et qu'on les aura insérées dans la base de données. Et puis on pourrait aussi imaginer plus tard utiliser l'API de ChatGPT pour catégoriser automatiquement des ingrédients lorsqu'un utilisateur va créer une recette. Bon, donc là je viens d'exporter le JSON sur Firebase. Alors j'avais pas remarqué, mais il y avait une toute petite erreur dans le JSON. Il a écrit qu'ici la quantité c'était 3 gousses. Alors 3 gousses d'ail, ok, pourquoi pas, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas écrire du texte comme ça. Il faut absolument que ce soit un chiffre, soit du texte, et donc si c'est du texte, il faut que ce soit entre guillemets. Donc c'est pour ça que la première fois que j'ai lancé le code, j'avais une erreur. Bon, là on voit que c'est une erreur assez classique, je pense que si j'avais demandé à ChatGPT de la corriger, il aurait réussi à le faire, mais il aurait pu aussi l'éviter de lui-même. Maintenant, il va falloir demander à ChatGPT de coder la partie de l'application qui va aller récupérer ces données-là sur le serveur. Et donc pour ça, je pourrais faire une bête requête en lui demandant « va récupérer les données sur le serveur Firebase », mais le problème c'est que là, il va rien comprendre. Il lui faut beaucoup plus d'informations sur notamment comment sont structurées les données. Ça tombe bien, il les a puisque c'est lui qui l'a défini, mais il va falloir aussi que je lui donne plusieurs étapes pour récupérer ces données, parce que récupérer des données, ça veut rien dire. Est-ce que moi je veux récupérer que les ingrédients, que les étapes de chaque recette, les recettes au complet, ou peut-être une seule recette en particulier? Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est lui demander de récupérer par exemple toutes les recettes. Et pour ça, on va lui demander de créer un objet qui s'appelle un repository, parce qu'en général, c'est cet objet-là qui va se charger dans l'application de récupérer les données sur un serveur. Mais ça, il faut encore le savoir. Et pour savoir que c'est le repository qui récupère les données, il faut forcément s'y connaître un minimum en développement. Donc là on voit que les résultats sont assez impressionnants en termes de code que m'a fourni ChatGPT, mais il faut garder en tête que c'est parce que j'ai su lui poser les bonnes questions au bon moment et le guider étape par étape. Donc quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes connaissances en programmation et en développement n'aurait pas su lui fournir le même raisonnement. Donc on va essayer de lui demander de créer un repository qui récupère toutes les recettes. Donc là, je lui ai demandé de se baser sur le JSON qu'il m'avait fourni précédemment pour créer une classe qui contient une fonction pour récupérer toutes les recettes, une autre pour récupérer un ingrédient en fonction de son identifiant, ou encore une autre pour récupérer une recette en fonction de son identifiant. Bon, là j'ai l'impression qu'il me crée une fonction qui va juste chercher dans une donnée qui a déjà été récupérée chacun des identifiants pour les recettes ou les ingrédients. C'est absolument pas ce que moi je vais obtenir, parce que juste avec ce code là j'arriverai pas à me connecter à Firebase. Mais voilà, le problème c'est que je ne lui ai pas expliqué que mes données étaient stockées là-dessus. Donc on va essayer de lui expliquer tout ça et voir ce qu'il me répond. Bon, là c'est déjà un peu mieux parce qu'effectivement il va créer une référence vers la base de données Firebase. Alors là c'est clairement ce qu'il faut faire pour se connecter à Firebase. Et ensuite il me crée plusieurs fonctions, donc une pour aller chercher toutes les recettes, une autre pour aller chercher un ingrédient en fonction de son identifiant, et la troisième que j'avais demandé. On voit qu'il utilise notamment les clés qu'il avait utilisées dans la structure du JSON, donc celles que moi j'ai utilisées, et que pour faire tout ça il utilise bien le package Firebase. Donc on va déjà copier-coller tout ça et voir ce que ça donne. Donc là, j'ai modifié le code pour d'une part le rendre un peu plus propre, mais aussi pour lier ma propre base de données, parce que ChatGPT ne savait pas sur quelle base de données se lier, donc ça je lui ai dit. Et maintenant, on va appeler ces trois fonctions pour voir s'il arrive bien à récupérer les trois informations qu'on lui avait demandé. Et donc là, si on fouille un petit peu dans la console, on voit effectivement qu'il a été me chercher l'ingrédient numéro 1. Ça c'est quoi? Ça doit être la liste des recettes, effectivement. Donc on a une première recette de tarte aux pommes, ensuite on doit en avoir une deuxième. Voilà, ici avec le poulet rôti, etc., etc. Et puis je lui avais demandé aussi la recette avec l'identifiant numéro 1. Donc ça c'est effectivement ce qu'il m'a trouvé ici. Donc on voit qu'il a réussi à aller chercher les données que je lui ai demandé. Ça c'est assez incroyable. Et puis petit détail, si on analyse un petit peu le code que ChatGPT m'a fourni, on voit qu'il y a une réelle intelligence sur ce qu'il manipule, puisque là par exemple il a été chercher une recette en particulier et il l'a stockée dans une variable qu'il appelle receipt, donc pour une recette. Alors ça c'est bien beau, mais c'est pas exactement comme ça que j'aurais fait moi en tant que développeur, et la plupart des développeurs vous auraient dit la même chose. Parce que là en fait il m'a retourné les différents objets que je lui ai demandé, donc les recettes, les ingrédients, etc., sous forme de tableau. Mais moi je veux pas les stocker sous forme de tableau, je veux créer un modèle qui représente par exemple une recette et retourner une recette au lieu d'un tableau qui contient les différents éléments de la recette. Et pour ça on peut utiliser ce qu'on appelle des objets REST. Donc je vais pas rentrer dans les détails ici, je vais juste lui demander s'il est capable de me créer ces modèles là en fonction des données sur le serveur et voir s'il arrive à les incorporer dans le code qu'il m'a fourni jusqu'à présent. Bon, là je lui ai demandé quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire de créer un modèle en fonction de la structure du JSON qu'il m'avait donné, mais en plus de ça, d'utiliser ce modèle dans les trois méthodes du repo. Donc là il est en train de me créer effectivement la structure de la receipt qui est codable, ça c'est obligatoire pour un objet REST.
Et donc là, on voit, alors je découvre en même temps que vous, c'est assez bluffant, qu'il est en train de remplacer tout le code des méthodes de la classe RecipRepository, donc celle qui s'occupe d'aller chercher les données, en utilisant justement les 3 modèles qu'il vient de me fournir. Et j'ai l'impression que le code est assez correct. Bon, maintenant qu'il a fini, je vais pouvoir copier-coller ça sur mon projet et on va voir ce que ça donne. Donc à ce moment-là, j'ai apporté quelques petites modifications au code qui a été fourni par ChatGPT parce qu'il y avait quelques petites améliorations à faire. Et l'objectif maintenant, ça va être d'afficher toutes les recettes que l'on vient de récupérer, puisque pour l'instant, ce ne sont que des recettes fictives qui sont affichées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT d'utiliser les fonctions qu'il vient de me coder qui permettent de récupérer les données sur le serveur, et donc d'afficher les résultats récupérés, c'est-à-dire les recettes, sur un écran, et de faire ça au chargement de la page. Alors comme d'habitude, je lui pose une première question assez vague et on verra si après il faut modifier le prompt pour lui donner un petit peu plus de détails. Bon, alors on voit qu'il m'a donné un résultat assez succinct, mais qui en soi peut fonctionner, donc ça marche, mais c'est pas comme ça qu'un développeur aurait fait. Alors le problème du code qu'il m'a donné, c'est qu'il provoque une erreur, et c'est normal parce qu'on a oublié un bout de code, je vous passe les détails, et ChatGPT a omis de m'expliquer qu'il fallait ajouter ce bout de code à tel endroit. Donc pour l'expérience, on va réagir de manière naïve, on va faire comme si on ne savait pas d'où venait l'erreur, et puis on va demander à ChatGPT de résoudre cette erreur. Et donc là, effectivement, il m'explique bien que la classe RecipRepository doit se conformer au protocole, bref, encore une fois, je vous passe les détails, mais effectivement, c'est la solution à l'erreur. Bon, j'ai mis le code au propre, j'ai fait quelques modifs pour que ce soit un peu plus clair. Et maintenant, si je simule l'application, on va voir qu'elle va aller chercher aussi bien les recettes qui sont en top, mais également les recettes que l'utilisateur a créées et celles qu'il a sauvegardées. Donc les recettes que vous voyez ici, ce sont celles qui sont stockées sur le serveur. C'est tout à fait fonctionnel. Ici, je peux scroller et descendre. Alors évidemment, je me suis pas embêté, j'ai mis les mêmes recettes à chaque fois, mais ça, on va bien sûr le remplacer par la suite. Donc l'objectif maintenant, ça va être de créer un deuxième écran sur lequel on va lister tous les ingrédients dont on a besoin dans les recettes de la semaine, et sur cet écran on va devoir regrouper les ingrédients soit par recette, soit par rayon. Comme ça dans le magasin je pourrais aller chercher directement tous les fruits et légumes. Donc encore une fois on va demander à ChatGPT de créer cet écran là et on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc pour ça la première chose qu'on va faire c'est demander à ChatGPT qu'il nous code un petit élément qu'on puisse activer ou désactiver. Comme ça on aura ces deux éléments les uns à côté des autres pour activer soit le groupe par catégorie, soit activer le groupe par recette. Donc je lui ai donné tous mes critères, à savoir que je voulais un petit composant avec du texte et une case à cocher, que la case à cocher devait être blanche, etc. etc. Je lui ai demandé aussi de mettre des bords arrondis avec une couleur de fond. Bon, là il est en train de tout me coder, ce qu'on va faire c'est un copier-coller pour voir le rendu, évidemment, en SwiftUI. Et voilà ce que ça donne. Alors franchement le résultat est assez cool, c'est exactement ce que je voulais, quelque chose qui puisse être coché et décoché. Ce qu'il faut savoir c'est que cet élément là n'existe pas nativement en SwiftUI, donc il me l'a recréé. Alors maintenant je vais demander à ChatGPT d'utiliser cet élément là et d'en utiliser deux plus précisément pour activer une ou l'autre des deux options. Et je vais également lui demander de faire en sorte que lorsque une des deux cases est cochée, l'autre soit obligatoirement décochée. Donc encore une fois, j'ai essayé de décrire le plus précisément possible ma vue. Je lui ai dit par exemple que là, je voulais deux checkbox text view alignés horizontalement et de faire en sorte que si l'une était activée, l'autre devait forcément se désactiver. Donc là, on voit bien qu'il m'a créé ma scroll view avec une hashtag pour aligner les deux options horizontalement. Par contre, il n'a pas du tout réussi à faire en sorte que si l'une des deux options était activée, l'autre se désactivait automatiquement. Donc là, on voit bien qu'on a les deux cases à cocher alignées horizontalement avec soit le rectangle rouge, soit le bleu. Mais le problème, comme on le voit bien, c'est que lorsque j'active l'option 1, l'option 2 n'est pas désactivée. Pour ça, il faut modifier un petit peu le code et c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon, j'ai un résultat assez satisfaisant, j'ai réussi à regrouper les éléments en fonction soit des rayons, soit de la recette. Donc voici ce que ça donne, là on peut cliquer sur la case rayon pour avoir les différents ingrédients en fonction de leur catégorie, ou sur la case recette pour avoir les ingrédients en fonction de leur recette. Alors évidemment, là on a à chaque fois les mêmes ingrédients et les mêmes recettes qui sont reprises plusieurs fois. Donc pour vous prouver que ça marche bien, je vais ajouter différentes recettes sur le serveur, et là on verra que tous les ingrédients sont bien regroupés en fonction de l'option choisie. Donc
Donc voilà, j'ai ajouté quelques recettes sur la base de données qui se retrouvent du coup dans l'application. Évidemment, j'ai demandé à ChatGPT de me créer ces recettes-là et je lui ai demandé de convertir ces recettes-là en fichier JSON que je peux directement ensuite uploader sur le serveur. Donc voilà ce que ça donne. On a bien les top recettes qui sont ici et puis ici on a les recettes créées par l'utilisateur et les recettes favoris. Donc au final, on voit bien que ChatGPT arrive à nous fournir du code pour quasiment tout ce qu'on lui demande et en plus de ça, la plupart du temps, le code est correct. Donc on pourrait croire que l'intelligence artificielle est sur le point de remplacer le métier de développeur. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a eu deux conditions essentielles pour que tout le développement de l'application fonctionne correctement. Le premier prérequis, c'est qu'il faut absolument comprendre les différentes étapes du processus de développement d'une application. Si vous ne savez pas comment est architecturé le code d'un site web ou d'une application mobile, vous ne serez jamais en mesure de poser les bonnes questions au bon moment à l'IA. Et le deuxième prérequis, c'est qu'il faut savoir poser les bonnes questions avec les bons termes dans le bon ordre. Sinon, on voit très vite que l'IA peut fournir des réponses qui sont complètement à côté de la plaque. Et ces deux prérequis sont justement des compétences que seul un développeur peut avoir. Donc certaines IA comme ChatGPT sont certes capables de développer des applications mobiles complètes, mais pas toutes seules. Il faudra forcément un développeur en soutien. L'IA se positionne alors comme un outil, un allié, mais absolument pas comme un remplaçant, et ça ne sera jamais le cas. Donc maintenant, si tu veux apprendre à développer tes propres applications mobiles sur iPhone et iPad, avec l'aide d'une IA ou pas, je t'ai préparé une formation totalement gratuite d'1 heure qui te permettra de créer tes premières applications sur iOS. Pour y accéder, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, tu auras juste à rentrer ton mail et tu recevras immédiatement accès à ta formation. Et maintenant, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te partage 7 idées de business que tu peux créer avec une intelligence artificielle et tu verras que certaines d'entre elles vont t'étonner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos publiées. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt.